sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je suis toujours accompagné de William. Salut William. Salut François. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. On a cette voix un peu rauque du matin, j'aime bien, c'est voix joli. du matin, C'est vraiment très doux. C'est un peu grave comme ça. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité particulier, encore une fois de plus. Un invité de marque. De marque, Gabriel. Salut. Enchanté. Comment ça Salut. va? Ça va très bien, je suis très heureux d'être là, matinal, Trop comme bien. vous. Eh ben, c'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir fait cette route Merci beaucoup. pour venir jusqu'à nous. Gabriel, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir. Du coup, moi, c'est Gabriel, je suis lausannois. Je travaille dans le milieu de la création de la vidéo depuis un peu plus d'une dizaine d'années. J'ai toujours de la peine à me qualifier dans mon rôle, mais on va dire que je suis directeur de production et puis voilà, directeur de production. Et j'ai beaucoup de passion dans la vie. J'ai de la peine des fois à trouver du temps pour remplir tous les trucs que j'aimerais faire. Il n'y a pas assez d'heures dans une Voilà, journée exact. pour faire tout ce que tu veux faire. C'est ça. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Tu as dit que tu étais directeur du coup d'une agence de production. Ouais, exact. Cette agence de production, elle s'appelle comment? Elle s'appelle 23 bis depuis peu. Peut-être vous nous connaissiez sous le nom de messieurs.ch, dans lequel on a évolué, je sais pas, sur un peu plus de environ 10 ans. Et puis depuis le début d'année, sous le nom de 23 bis. C'est votre adresse, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais. Voilà. Trop bien. Ouais. C'était un challenge pour trouver le nom. Et au final, après, je crois, plus d'une année de recherche, on a trouvé 23 bis. C'est le seul qui a perduré à travers le temps après toutes nos sessions de brainstorm. Je pense c'est une sorte de liant, tu vois, où les gens se reconnaissaient et puis ça faisait du sens. Mais voilà. Pourquoi ce désir de changement du coup? Parce que tout le monde vous connaissait sous messieurs.ch. Ouais. Alors c'était très typé messieurs du coup. Voilà. Ah donc j'ai répondu à la question, c'est voilà. ça? on peut clore. Ok, merde, bon la refait. Non mais c'est sûr que ça a été aussi à l'initiation de notre questionnement du nom, du fait que messieurs.ch à la base c'était représentatif de qui on était. On était 3 associés à la base. Avec le temps on a grandi. Maintenant on est au moment du changement de nom, on était déjà un peu plus d'une vingtaine avec une grande diversité. Et nous on cherchait quelque chose où les gens pouvaient s'approprier le nom, la boîte. Et voilà, les personnes peut-être de genre féminin s'identifiaient moins facilement à la boîte, avaient peut-être des fois des blagues. Et du coup, on a décidé de changer, même si c'était une part de risque. Et au fait, c'était aussi une solution pour nous, enfin une opportunité pour nous de renouveler notre image, de retravailler qui on était, de se poser la question de qui on était. Comment est-ce qu'on veut se positionner, quelles sont nos valeurs, toutes ces choses. Ouais, c'est bien, c'est intéressant. Coup, on a retravaillé, au-delà du nom, on a retravaillé plus globalement notre image de marque. Ok, ouais. Mais c'est vrai que quand tu changes de nom comme ça, nous on l'a vécu aussi il y a un an et demi. Un an. Ouais. Tu redéfinis tu remets les cartes en jeu en fait, c'est trop bien. T'es plus dans le truc que t'avais créé. Et en plus, c'est des boîtes qui évoluent tellement. Tu dis que vous étiez 3 associés au début et que vous êtes une vingtaine. Clairement. En fait, tu n'as plus du tout les mêmes... Ouais, clairement. Et, je pense que c'est vraiment une belle opportunité de prendre du recul et puis de te poser la question, mais qui es-tu? Ouais. Du coup, tu as dit que tu avais deux autres associés, c'est ça? Exact. Je crois que c'est ton frère. Ouais. C'est ça. Et puis Guillaume. Guillaume, ouais. Qui a étudié avec mon frère. Ok, d'accord. Donc c'est un peu la mafia aussi. Voilà. Ça a toujours été votre souhait de créer une agence ou est-ce que c'est un peu venu comme ça et puis Ouais. Non, alors pas du tout. Ça n'a pas été un souhait de créer une entreprise. C'est pour ça qu'au début, quand je devais me présenter, j'arrivais pas. J'aime pas aussi le nom de dire qu'on est entrepreneur ou ce genre de choses, même si on l'est d'une certaine manière. Bien sûr. Mais on a toujours on s'est construit par la passion de juste faire des choses. On est les 3 sortis de l'école un peu en même temps. On est arrivé dans cette période où il y avait la démocratisation des DSLR, l'arrivée des réseaux sociaux, juste cette immense opportunité de créer du contenu. Et nous, on était là avec nos caméras, 3 passionnés, et puis on faisait des projets ensemble. Et à un moment donné, on s'est réunis sous le même toit.
on continue à créer du contenu, mais plus sérieusement. Et à un moment donné, tu avais besoin d'une personne supplémentaire pour t'aider à faire un truc. Ensuite, peut-être une deuxième. Mais on n'a jamais eu cette vision de se dire, OK, mais on veut être 5, 10. Enfin, c'était pas du tout un objectif. On voulait juste, par notre passion, créer du contenu qui nous faisait kiffer, puis qui pouvait divertir, informer. Et voilà. Et puis, Mais du coup, toi, à la base, tu faisais de la vidéo. Ouais, exact. Quand vous êtes réunis les trois, vous étiez les trois à bosser, à faire chacun de votre côté de la vidéo. C'est ça. On a les trois étudié plus ou moins dans l'univers du multimédia, donc faire de la photo, vidéo, web, graphisme. Et par intérêt commun, on s'est spécialisé en vidéo. Mais ouais, du coup, aussi, même moi, personnellement, dans mes rôles, tu vois, j'ai commencé à filmer, faire de l'animation, tout ce que tu dois faire de la compta en même temps. Et petit à petit, ton rôle, il évolue et il y a des choses que tu lâches. Maintenant, j'en fais plus du tout. Tu fais plus de vidéos du tout? Ouais, plus du tout. Et dans les 7-8 premières années, je faisais partie intégrante de l'équipe de création. Peut-être un peu moins d'années. Ces notions d'années sont toujours difficiles. En fait, c'est fou comme changement. Tu vois, il y a un moment, c'est toujours la question en grandissant. On la vit aussi nous. Avec François, on se dit souvent, faut pas qu'on oublie pour nous se faire kiffer, de faire nos projets, de filmer, de photographier, et de continuer à être sur le terrain pour, tu vois. Puis en fait, c'est une espèce de tension là-dedans où tu te dis, purée, mais il faut qu'on le fasse et tout. Et comment tu as vécu en fait ce changement de dire, mais en fait, tu as commencé dans un poste. Alors bien sûr, tu as des responsabilités qui sont venues après, mais comment à un moment tu t'es dit, je lâche complètement la prod? T'en as eu marre ou bien tu as senti que c'était le moment de changer? Comment? C'est drôle parce que c'est une question que les gens posent souvent. Genre, ils pensent que maintenant tu te fais chier parce que tu n'as plus un pied dans la créa directe. Mais c'est des évolutions qui se font de manière naturelle. Tu laisses quelque chose et puis tu prends une nouvelle responsabilité ailleurs. Et je pense à un moment donné, c'est de reconnaître aussi le talent des autres et puis se dire que une personne va être dans ce rôle meilleur que toi. Et c'est quelque chose qu'on dit souvent avec un associé, parce qu'on avait entendu d'un autre entrepreneur qui disait toujours engager des personnes qui sont meilleures que toi. Et puis en fait, si tu arrives à avoir ce recul à nouveau, puis t'entourer des gens qui sont meilleurs, et puis apprendre d'eux, et puis voilà, tu apprends à lâcher prise, et puis trouver d'autres responsabilités. Et moi, c'est un truc que je kiffe vraiment, pardon. Et je me suis perdu. Non, je trouve de la créativité à travers juste l'équipe et puis les projets qui sont quand même conséquents. Bien sûr. Même si tu as une autre casquette, j'ai vraiment l'impression d'être impliqué créativement, même si j'ai plus un rôle de prod. Et ça te manque pas de tenir une caméra du coup? Non, après je le fais un petit peu plus. Je fais un peu de photos quand je suis par passion, quand je suis en vacances. Le seul truc, on va dire, qui me manque vraiment, pendant quelques années, on faisait du documentaire pour Terre des Hommes. Et là, c'était souvent avec un associé, on est parti en Irak, au Sud-Soudan, au Kenya, puis on était juste les deux avec nos caméras à faire du docu. Et là, on avait vraiment un impact dans ce qu'on faisait parce qu'on avait filmé des situations où il y avait des guerres ou soit de la migration forte, plein de causes différentes. Et nous, on capturait ça. Et ça, c'est peut-être un élément de ma vie ou dans mon précédent rôle qui me manque. Mais en même temps, je me dis, je sais que je vais le faire à un autre moment dans ma vie. C'est pas fini. Voilà. C'est pas fini. J'ai pas l'impression d'avoir perdu la main en tout cas. Du coup, vous avez commencé à 3. Maintenant, vous êtes combien? Un peu plus d'une vingtaine, on va dire 23, 24, par là. Et puis, est-ce que tu as réussi à garder un peu cette cohésion que vous aviez au début? Est-ce que ça a beaucoup évolué? Comment un peu ça se passe chez 23 bis à ce niveau-là? Peut-être c'est une de nos forces, c'est qu'on a toujours essayé de créer une culture d'entreprise qui était hyper saine, positive et ouverte. Donc nous, on n'a jamais voulu se faire chier dans nos vies. Plus tu vois, être dans un cadre de travail agréable. Bien sûr. Donc construire même nos bureaux comme si c'était ta deuxième maison.
Enfin, que les gens ils kiffent venir travailler. Donc même dans les personnes avec qui on s'entourait, vraiment avoir des personnes aussi qui ont la même vision que toi, les mêmes valeurs. Et je pense que naturellement, on a des personnes qui sont là depuis 7-8 ans, depuis leur début aussi. Donc qui ont vu l'évolution et le développement de l'entreprise, qui ont grandi avec nous, qui font des fois partie intégrante de choix d'évolution de l'entreprise. Donc je pense que les gens, ils ont aussi pu s'approprier notre aventure. Et du coup, on a toujours eu une culture d'entreprise forte et ouais, j'espère. Et tu penses que c'est resté quand même malgré le fait que tu augmentes le nombre de personnes? Cet effet, tu sais, on dit que généralement un groupe est constitué de personnes jusqu'à environ 12 personnes. Tu peux tenir un groupe, puis ensuite ça devient un grand groupe. Et tu as des dynamiques de groupe en fait qui changent. Puis après, dans les grands groupes, tu as des sous-groupes du coup qui se créent. Et moi, c'est un peu mon angoisse. Parce que nous, on est un groupe. Parce qu'on est moins de 10. Enfin, on navigue entre 7 et 10 personnes en permanence, on va dire. Bah, c'est déjà un joli groupe. C'est déjà un grand groupe, tu vois. Enfin, c'est un groupe. Mais on a des dynamiques de groupe. Enfin, je sais pas comment dire. Alors, des fois, il y a des... Je vois ce que tu veux dire. Il y a deux individus qui vont partager un moment, bien sûr, mais souvent, on arrive à être réunis, tu vois. 8 personnes, tu arrives à les mettre dans un resto. 23, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Et c'est complexe. C'est toujours le truc, je suis là, purée, on arrive tous à peu près à rentrer dans un minibus encore, tu vois, pour être ensemble. Et est-ce qu'on a envie de devoir prendre 2 ou 3 minibus dans la boîte, tu vois, pour faire une activité ensemble? Ça, c'est des vraies questions que j'ai, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, et je pense qu'il faut accepter aussi qu'il y a des gens, on va dire, qui vont former des mini-groupes, des affinités. On a beaucoup de gens qui se voient aussi en dehors du travail, qui font des... je pense que la plupart sont devenus aussi amis au-delà du travail, au travail et au-delà. Et c'est sûr que quand on fait une sortie de boîte, déjà ça a un coût, et puis c'est toute une organisation. Quand tu es 23 personnes, c'est une sortie d'école. Mais c'est ce genre d'événements qui permettent de nous réunir. Le challenge, on va dire, c'est là où on apprend aussi à essayer de trouver une cohésion. C'est l'ouverture du bureau à Zurich. On a fait il y a 2 ans. Là, tu as une séparation qui est claire, qui est déjà... Les gens ne sont pas dans le même bureau. Et puis, il y a des personnes qui ne parlent pas la même langue. Donc, on a déjà dû transformer toutes nos séances maintenant, ou notre documentation, ou n'importe quoi, est en anglais. Donc, ça donne déjà une autre dynamique. Et il y a des rapports de force qui sont aussi différents. Où, d'un côté, à Lausanne, tu as 20 personnes. À Zurich, tu en as 3 à 4. Et puis, pendant un temps, on voulait absolument créer, on va dire, une cohésion parfaite entre 2 bureaux, mais c'est impossible. On a notre culture d'entreprise à Lausanne, on a notre culture d'entreprise à Zurich, et de temps en temps, on se voit, et là, il y a un truc qui se passe qui est trop bien, mais au quotidien, tu peux pas, c'est différent, les gens ne sont pas dans le même bureau. Et puis surtout que c'est 2 mentalités quand même différentes entre nos amis suisses-allemands et puis nous, il y a quand même... C'est un peu, des fois, on dit que c'est un autre pays, un peu, quand même. Donc c'est clair que ça doit pas être évident, Mais ça m'intéresse à fond. Vous avez une personne qui est partie en Suisse allemande? C'est mon frère. Ton frère? Ok, d'accord. Donc c'était une de ses missions il y a 2 ans maintenant. Et il vit là-bas, il fait des cours intensifs d'allemand. Il parlait pas allemand en partant ou bien? Comme peut-être nous tous, comme à l'école, à la sortie d'école. Donc je vais pas prétendre parler allemand. Trop bien. Et puis après, on a recruté des gens localement. Et voilà, il y a une concurrence qui est très forte. Mais c'est aussi, à Zurich, tu dis? C'était aussi inspirant pour nous de voir d'autres manières de travailler, une autre culture de la communication. Et voilà, on s'installe gentiment. Trop bien. Moi, j'aimerais juste revenir à tout ce truc du groupe et tout ça, ce que tu disais, de garder un peu une cohésion, etc. J'ai l'impression que c'est quand même important pour vous, cette relation humaine. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez transmettre aussi dans vos projets et puis à vos clients? C'est quelque chose que vous voulez leur faire sentir ou... C'est une bonne question. Déjà, je pense, moi-même, je vais utiliser le mot entrepreneur. non, on s'entend. Moi-même, dans ma vision, dans mes objectifs, dans ce que représente 23 bis,
l'employé est vraiment devenu un des objectifs principaux de s'assurer que la personne soit heureuse et puis qu'on arrive à créer un cadre de travail qui est stimulant, où la personne peut apprendre. Donc, c'est vraiment devenu une de nos missions. C'est au-delà du contenu qu'on crée, mais c'est l'environnement qu'on va créer pour les gens. Et ça se reflète aussi dans nos relations clients, où depuis le début, on a essayé d'être hyper proche avec eux. J'ai aussi écouté votre épisode sur les relations clients qui était intéressant, mais on essaye vraiment qu'il n'y ait pas de différence, je ne sais pas comment dire, qu'on soit sur un pied d'égalité, puis que ça soit une collaboration, qu'ils viennent pas, qu'au final on enlève ce rapport client et prestataire, et qu'ensemble on crée du contenu. Et si tu arrives à instaurer ça dans la tête du client, que c'est quelque chose que tu construis ensemble, moi je suis convaincu que le projet tu peux l'amener plus loin. Bien sûr. C'est clair. Donc on a toujours essayé de garder ces collaborations hyper étroites avec les clients. Il y en a beaucoup qui sont devenus aussi des amis. On a des clients récurrents depuis qu'on a débuté. Et puis des fois ça marche un petit peu moins, puis on ne sait pas trop le pousser. Parce qu'il faut aussi trouver ces clients qui sont aptes à s'ouvrir et à comprendre qu'on peut on peut avoir une bonne relation, dans le sens que j'ai l'impression, après tu me dis si tu n'es pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression quand même qu'en Suisse on a encore des fois cette vieille mentalité de entreprise, prestataire, etc. Et du coup tu dois avoir un méga cadre, une méga barrière entre je suis l'entreprise, tu es mon prestataire, on doit garder une distance. Des fois j'ai l'impression que ça affecte du coup la relation. Ouais, clairement. Et du coup, c'est moins cool quoi, de bosser avec, comme tu disais. Ouais. Après, je pense que ça demande dans tous les cas un cadre qui est strict, dans le sens où on a des process, des manières de travailler, des manières de répondre à un client qui ont été définies. Mais dans ce cadre, ensuite, dès nos premiers calls, l'idée, c'est essayer de briser la glace et puis très vite, je sais pas, des petits exemples. Si tu arrives à arriver à une forme de tutoiement dès le premier call, ça brise déjà un truc. Et c'est ce genre de rapport qu'on essaie d'avoir. Ouais, trop bien. Est-ce que vous avez un client qui vous a permis de vous lancer à la base quand vous étiez les trois? Ouais. Je le remercie encore des fois parce que c'est Lausanne Tourisme. Ok. On était allé... je crois que c'était en 2013, un de nos plus gros mandats où on devait faire une vidéo de promotion pour le Lausanne Tourisme. Et ils étaient arrivés avec un immense classeur avec toutes les activités qu'il y avait à faire à Lausanne. Nous, avec mon frère, on travaillait encore depuis sa chambre chez nos parents. Et on se demandait, mais comment tu veux mettre tout ça dans une vidéo de 2-3 minutes? Et c'est là où on avait eu l'idée de faire une vidéo interactive. Donc où tu peux cliquer au sein de la vidéo et puis découvrir toi-même l'activité que tu as envie de voir. Tu peux faire voir des musées ou du shopping. Et on avait gagné ce mandat qui était... c'était un mandat de quand même 60 000 francs. Ah ouais, c'est sympa pour commencer. Un bon petit mandat. Après, c'était sur plus d'une année. Il y avait beaucoup de contenu à capturer. Et en fait, on avait signé ça et je pense que c'était un premier gros marqueur. Peu de temps après, on avait eu nos bureaux. Et puis encore maintenant, on collabore avec eux. Trop bien. Du coup, on a vu beaucoup de changements au sein de l'entreprise, mais on a toujours continué à bosser avec eux et on est hyper fiers de garder des clients comme ça. Est-ce que tu as même des personnes en fait dans... Alors, tu vois, tu parles d'une institution, mais en fait, est-ce que c'est même rattaché à une personne au début qui a fait que vous avez pu vous lancer? Ou bien là, c'était vraiment l'institution de manière générale? Non, je pense à une personne en particulier parce que quand tu es plus jeune, peut-être tu as des fois un manque de crédibilité. Et des fois, il y a juste des personnes qui croient en toi. Comme toi, de la même manière, quand tu vas engager quelqu'un, et cette personne, elle a cru en nous, elle a cru en notre projet, et elle nous a donné cette opportunité, et c'est pour ça qu'on est hyper gratifiant. Ça, c'est ouf, à part ça, j'adore, ça m'a mis un peu les frissons dans le dos ce que tu as dit. En fait, j'adore trop ces histoires où tu as un gars qui est juste généreux et puis qui s'est pas pris la tête, qui s'est dit j'ai envie de donner la chance à ces jeunes, puis maintenant on voit ce que vous êtes devenus, enfin c'est ouf, tu vois. Alors vous avez beaucoup travaillé, c'est pas que grâce à ça bien sûr, mais il y a quand même des facteurs où il y a des déclencheurs en fait. Et des fois ça part de juste allez, on va leur donner
un petit coup de pouce, tu vois. Et je pense que la personne ne savait pas forcément qu'on était encore chez nos parents. Ouais, c'est ouf, mais ça, il faut pas dire, il faut se déguiser un peu. Après, elle l'a su, mais après, c'est ça. Mais c'est fou parce que en fait, on se rend pas compte des fois de l'impact qu'on peut avoir dans la vie d'une personne, tu vois, quand tu es au niveau, alors de manière générale, hein, mais au niveau professionnel comme ça, quand tu as une entreprise ou même quand tu es indépendant et que tu peux, je sais pas, donner du travail à quelqu'un qui démarre, à quelqu'un qui est jeune, enfin, tu vois, je pense qu'on sous-estime un peu des fois le pouvoir qu'on a là-dedans, en fait, de propulser des gens, de leur donner confiance, mais au contraire aussi de pouvoir de les détruire, en fait, tu vois. Ouais. Si t'es malveillant avec les gens avec qui tu travailles, etc. Bah, nous, on a eu la chance d'avoir des stagiaires qui sont passés par ici, qui venaient et puis qui n'avaient pas trop cette passion de l'image ou quoi, et qui ont fait une année chez nous et qui maintenant shootent les gars mais H24 et puis ils adorent ça et puis ils font que nous écrire par rapport à ça et puis ils sont trop contents et tout. Et moi, quand je vois ça, quand je vois qu'ils publient sur les réseaux et tout, je suis là, purée, en fait, ma vie est accomplie finalement, tu vois ce que je veux dire, genre t'as réussi à passer un peu puis je suis pas du tout vieux, mais passer le flambeau, c'est peut-être un grand terme, mais t'as réussi à faire découvrir une passion chez quelqu'un que lui-même ne connaissait pas. Vous avez été une forme de tremplin pour la ça. personne. Et ça, je trouve que ça fait trop plaisir en fait, parce que tu vois un mec qui s'épanouit ou une meuf qui s'épanouit dans son truc, et c'est trop bien. Moi, je kiffe trop ça. C'est là aussi où je vois moi-même quand tu termines un projet, que tu as rendu le master, le client il est content, c'est hyper éphémère. Toi-même, ta satisfaction d'avoir fait un beau projet. Mais de voir vraiment la transformation d'une personne après quelques années, de voir l'évolution de son rôle, de la voir s'accomplir, réaliser un projet, en fait, c'est ça où tu vois l'impact au long terme et puis ça te rend trop heureux. Donc, ça, et par rapport aussi aux collègues, je trouve que c'est une joie que tu as quand tu as une boîte comme ça, quand tu es plusieurs. C'est ça que je veux dire. Ça va. Ouais, je trouve que ça n'a pas de prix. Et pour revenir à ce que tu disais au début, tu sais, ou la question que je t'ai posée par rapport à lâcher sa caméra, tu vois. En fait, moi, j'éprouve maintenant plus de plaisir, par exemple, à voir des collègues shooter mieux que moi, que à moi-même aller faire un shoot et qu'il se passe bien. Parce qu'en fait, tu as la joie que la boîte ait produit ça, d'une part, que l'équipe ait produit ça, que tu n'aies pas eu besoin d'être là pour le faire, puis de te dire, purée, ils sont allés plus loin que moi. Ouais, clairement. Tellement beau, en fait. On en reparlera dans quelques années, peut-être tu toucheras même plus Photoshop. Alors, c'est déjà presque le cas. C'est presque le cas déjà, 23 bis, vous êtes une société certifiée B Corp. Vous avez fait des bonnes recherches. On a eu un bon chercheur, merci Yannick. Non, mais parce qu'on a dû produire du contenu B Corp pour une autre boîte. Ouais, alors B Corp, on connaît un peu, mais il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est B Corp. Est-ce que peut-être tu pourrais nous expliquer ce que c'est ? Ouais. Du coup, c'est un mouvement même international qui certifie des entreprises qui ont un peu des objectifs communs, c'est d'avoir un impact autant sociétal qu'environnemental. Donc, c'est des labels ensuite que tu peux avoir, c'est des longs processus. Je crois nous, on a fait presque 2 ans pour avoir cette certification, parce qu'ils viennent vraiment évaluer énormément de points, que ce soit sur ta gouvernance d'entreprise, comme ton impact environnemental, comme tes prestations, enfin plein de choses. Et puis à la fin, tu peux avoir ou pas cette certification. Et je sais plus quelle était la question, mais voilà ce que c'est. Alors tu as bien expliqué. Maintenant, ma deuxième question, du coup, c'est déjà pourquoi c'était un souhait pour vous d'avoir cette certification, et puis quel impact ça a en fait derrière vis-à-vis de vos travaux, de votre entreprise, etc. Ça s'est fait aussi un petit peu naturellement parce qu'on était toujours un petit peu attentif sur ces sujets, déjà avec les clients avec lesquels on travaillait. Et un jour, on a découvert cette certification, on s'est simplement intéressé, puis on s'est rendu compte que certains éléments pouvaient aussi venir légitimer des actions qu'on faisait et nous donner un cadre où on pouvait en développer d'autres. Vraiment, il y a plein de choses où on s'est dit ah oui, mais en fait, il n'y a aucun mal, et même c'est peut-être même encore plus positif d'avoir
transparence presque complète sur tes objectifs, sur ton chiffre d'affaires, ce genre de choses au sein de ta boîte. Enfin, il y a plein d'éléments où tout d'un coup ça nous a ouvert, où ça nous a permis de nous poser des questions de comment est-ce qu'on voulait s'organiser en tant qu'entreprise. Et cette certification nous a permis de se poser ces questions et puis toujours essayer de pousser un peu plus loin de notre responsabilité en tant qu'entreprise. Donc ça, c'était une des volontés de pourquoi est-ce qu'on est allé là-dedans. Et puis par rapport à nos clients ou les possibilités que ça t'offre, c'est sûr que c'est un réseau. C'est déjà un réseau qui te permet d'accéder à plein de conférences, de formations, apprendre, connaître d'autres personnes, d'autres boîtes. Et puis du coup, on a fait plein de belles rencontres. Je pense qu'on a pu découvrir de nouveaux clients grâce à ça, même si ce n'était pas le but initial. Mais en tout cas, ça nous permet de travailler avec des entreprises qui ont les mêmes valeurs que nous. Et ça, c'est hyper important. Ça ouvre des portes aussi. Trop bien. Trop bien. Pour parler toujours du coup de 23 bis, vous considérez plus comme une agence ou une boîte de production de contenu? C'est une question difficile, ça. C'est la question qu'on se pose. Aujourd'hui, c'est un examen. Ouais, c'est ça. À la fin, tu vas peut-être être certifié en podcast. On devrait faire ça. Tu vas passer le test. Peut-être de temps en temps, tu as des gens que tu fais louper. Ils ont des rattrapages. En plus, c'est vraiment la question qu'on s'est le plus posée quand on a voulu changer de nom. Parce que c'était l'opportunité de remettre vraiment des mots dessus. Bien sûr. Et je crois d'ailleurs, quand tu vas sur notre site internet, c'est écrit que tu peux nous appeler comme tu veux. Au final, on est juste là pour vous aider. C'est bien ça. Mais oui, on a plusieurs rôles. On a un rôle d'agence et en même temps, on produit notre propre contenu. Donc, ça nous arrive des fois travailler directement avec un client direct et puis avoir ce rôle d'agence, d'accompagnant, et puis de créer des concepts de A à Z jusqu'à de la diffusion. Et puis en même temps, des fois, on travaille en direct avec les agences et puis on a vraiment un rôle de production. On va créer du contenu, on va faire même du production service des fois. Donc, on va dire qu'on a une équipe ou un savoir-faire qui nous permet de faire plusieurs choses. Ok. Donc, vous n'avez pas d'étiquette, quoi. Comme tu disais au début, toi tu te mets pas d'étiquette. Pour le 23 bis, c'est la même chose. Non, alors quand on se présente officiellement, on va dire qu'on est une... Putain, mais je sais même plus ce qu'on est sur le site. C'est ça le pire. Non, mais c'est tellement dur dans ce milieu. On est une agence de création de contenu. Voilà. Du coup, tu joins les deux. Voilà. Vous êtes quoi, une agence ou une production? Mes associés, là, ils vont m'en vouloir de ne pas avoir le bon terme. Si vous voulez l'information, allez sur le site. De toute façon, il y a tout qui est en description. On a un magasin de jouets. Il y a un truc rien à voir. On est un kiosque à journaux. On a un kiosque. On fait du drone. Trop bien. Du coup, ça fait un moment. Vous êtes une belle agence de créatrice. J'arrive même pas. Vous êtes un beau truc. Vous êtes un beau truc, quoi. Vous êtes une bonne bande de potes, quoi. Est-ce qu'une petite entreprise, une petite PME peut venir vers vous pour des projets, ou est-ce que ça commence à... Je reformule ma question. Je vois où tu vois. Mais en fait, est-ce que quelqu'un qui a peut-être moins de moyens pourrait venir dans votre agence et puis trouver un service qui lui convient? Ouais. En tout cas, on ferme aucune porte et puis j'espère que tout le monde, en voyant notre site, où on essaie vraiment de mettre aussi en avant l'humain et nos valeurs, que n'importe qui se sent disposé à venir nous écrire et nous proposer un projet. Après, c'est sûr qu'une certaine taille... Selon la typologie de projet, pour nous, c'est difficile à répondre. Et je pense que c'est plus des typologies de projets où il y a de la création de concepts, où on se rend compte qu'il faut vite certains moyens pour essayer de répondre aux besoins. Après, dans des typologies de projets où on va dire c'est des budgets peut-être moins importants, je sais pas, du 3, 4, 5 000 francs, on arrive à y répondre dès qu'il y a une approche plus documentaire.
Tu vois, aller faire des interviews, puis un petit portrait d'un artiste pour le musée d'Élysée ou ce genre de choses. Ça, c'est sûr que c'est des petites équipes, on vient de documenter quelque chose et c'est tout de suite plus simple, mais dès que tu dois mettre en avant un produit ou d'autres choses, c'est difficile dans ces budgets-là. Mais en fait, je pense que c'est aussi des réalités quand tu as une entreprise qui est plus grande et que tu as des frais globaux qui sont plus élevés, forcément. Nous, on l'a vécu aussi ces dernières années. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire parce qu'en fait, elles nous coûtent à un certain moment. Si on désire les réaliser avec les critères qu'on s'est fixés, c'est aussi ça. C'est qu'en fait, quand tu es indep et puis que tu fais ton truc, tu peux passer un certain temps sur un projet. Il va généralement être plutôt rentable. Tu es indépendant, tu n'as pas forcément des locaux et tout. Mais dès que ça grandit, ça devient plus compliqué. C'est sûr que quelle que soit la taille du projet, même si on essaie de pousser l'équipe pour créativement aller le plus loin possible, à une certaine taille, et puis tu es obligé de rester attentif sur tes heures, puis de pouvoir calculer la rentabilité d'un projet. Tu es obligé. Bien sûr. Après, c'est d'autres rôles dans l'entreprise qui font ça, et c'est pas la personne qui est en train de travailler qui se pose la question. Mais on leur donne un cadre qui leur permet d'évoluer et puis de faire un projet. On a beaucoup parlé de l'agence. Un peu moins de qui est Gabriel. Ouais, c'est vrai ça. C'est ça. Hein, c'est dommage. C'est dommage. Hein. Allez, on recommence le podcast. L'un et l'autre. Hello tout le monde, bienvenue sur moi, je voudrais juste parler d'un sujet. Ton frère et toi, sauf erreur, vous faites de l'enseignement aussi à côté. Vous enseignez votre savoir-faire dans des formations, quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Oui, bien sûr. C'est surtout mon frère, on va dire, qui a commencé ça il y a quelques années. Il a donné beaucoup de formations à la créa, je crois, au bachelor ou au master qui sont en direction artistique. Et puis, depuis une année ou 2 ans, il est à l'université de Neuchâtel. C'est aussi des masters. Et je ne sais plus le titre exact du master, mais c'est des gens qui étudient un petit peu... une forme de journalisme ou de création de contenu dans le domaine de l'utilitarisme. Et lui, il vient en tant qu'intervenant sur des périodes de quelques mois où il donne ses cours. Et puis, c'est vraiment devenu, en tout cas pour lui aussi, une forme de raison d'être, de pouvoir transmettre, enseigner, puis apprendre en enseignant. Et de mon côté, je le fais, mais plus de manière ponctuelle et pour représenter l'entreprise s'il y a une conférence ou ce genre d'événement, mais j'ai jamais essayé pendant des cours. Ok, mais c'est quelque chose que tu apprécies ? Ouais, clairement. Je le fais plus, par exemple, par rapport à notre impact en tant qu'entreprise et puis justement cette certification B Corp, quelle est notre responsabilité, ce genre de choses. Je le fais parce que je me rends compte aussi à travers ce qu'on a fait puis notre expérience qu'on peut aussi avoir un impact sur d'autres entreprises et que si on peut transmettre notre expérience d'une certaine manière, moi ça me fait trop kiffer. Trop bien. Donc de temps en temps on est invité dans des écoles ou dans des entreprises pour parler de ce qu'on a fait et puis c'est hyper intéressant. Ok, trop bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à 23 bis pour ces 5 prochaines années ? Très bonne question. Je pense de continuer à kiffer et puis de continuer à juste faire des projets auxquels on croit. Voilà. Alors on vous le souhaite. Merci. Puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Gabriel pour ces 5 prochaines années ? La même chose. La même chose ? Non, mais plus d'un point de vue personnel, de faire ce qui me fait kiffer, puis de aussi prendre du temps pour moi, et puis, toujours trouver cet équilibre pour moi qui me rend hyper heureux. Trop bien. Voilà, tout simplement. Trop bien. C'était déjà la fin. Ouais, on arrive vers la fin là. On t'a assailli de questions, mon gars. Donc, là, on a bombarde. Là, on a bombarde. Mais en tout cas, merci Gabriel. Merci, C'était super merci intéressant. pour l'invitation. Ouais, c'était cool. On espère que vous avez apprécié. Il y aura tous les liens, bien sûr, en description de
ton Insta, enfin tes réseaux sociaux, ceux de 23 bis, boîte, etc., comme d'habitude. Merci William aussi pour ce podcast, François. Avec cette voix un peu rauque du matin, c'était très agréable. Donc voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner sur YouTube, Spotify, etc. pour rien manquer. On se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.